Comment ils vont? Ça chauffe dans le monde du rugby. Christophe Furios s'est fait charger par un de ses anciens joueurs, James O'Connor. Mais c'est loin d'être tout. Violence conjugale, comportement déplacé lors de la nuit du rugby. L'image du rugby, elle en prend encore un coup cette semaine, malheureusement. En parallèle, les All Blacks, version remaniée, puisqu'ils ont déjà une partie des joueurs qui sont en Europe, n'ont fait qu'une bouchée de l'équipe du Japon d'Eddie Jones. Et côté français, 4 blessés parmi les 42 joueurs ce week-end sur les pelouses du top 14. Il va y avoir des ajustements, et notamment en première ligne. Et le top 14, est-ce qu'il serait pas en train de devenir notre version du Super Rugby? On va discuter de tout ça, mais avant tu peux lâcher ton pouce bleu, t'abonner et mettre la petite cloche. C'est le meilleur moyen de récompenser mon travail. Et installe-toi confortablement, on va débriefer tout ça. On est parti? Samedi soir, quelques minutes après la lourde défaite encore de l'ASM à l'extérieur sur la pelouse de Jean-Bouin, James O'Connor s'est lâché sur Twitter. Belle perf mon Christophe encore. 450 points encaissés à l'extérieur et tu prolonges? T'es un génie. Tu as l'air de vraiment embarquer tout le monde, Einstein. Il n'y a pas un seul de tes super soldats qui peut te piffrer trou de balle. L'ASM s'est fait ouvrir sur le terrain des Parisiens. Et c'est vrai, on va se l'avouer, il voyage plutôt mal. Après, pas d'alarme au niveau du classement. Pour rappel, James O'Connor, il a été joueur de l'ASM entre 2021 et 2024. Et il est aujourd'hui sans club. Le dernier match qu'il a joué, c'était en janvier 2023, juste avant l'arrivée de Christophe Furios. Ensuite, ça a été le désert jusqu'à la fin de la saison. Il n'a pas été couché sur une seule feuille de match. À la fin de la saison, Christophe lui explique que pour son développement personnel en tant que joueur, il vaudrait mieux qu'il quitte le club de Clermont. Mais Marvin, lui, il a envie de terminer sa dernière année de contrat. Sauf que c'est saison blanche. Et j'imagine qu'il doit y avoir énormément de frustration du côté du joueur. C'est ton métier et tu peux plus l'exercer. Et tu te retrouves au chômage par la suite. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Je doute surtout pas que James il doit avoir des contacts au sein du vestiaire de l'ASM pour dire que les joueurs ne peuvent pas piffrer Christophe Furios, alors que celui-là il vient de prolonger. Mais un entraîneur que tout le monde apprécie, perso j'y crois pas. Il y en a peut-être qu'un seul sur le circuit, et c'est Hugo Mola. D'un côté Hugo Mola il gagne tout, qu'est-ce que tu veux lui dire? Mais honnêtement, régler ces comptes-là de cette manière, ça anime les débats, ça c'est sûr, mais perso je trouve ça moyen. Je trouve ça pas correct en fait. En réalité, la façon dont c'est dit avec le trou de balle à la fin, perso je trouve ça moche. Ça ne sert pas l'image du rugby et ses valeurs qu'on souhaite véhiculer. Notamment avec ces sombres histoires, on a l'impression que c'est devenu récurrent qui sortent toutes les semaines. Comme le demi de mêlée de Béziers, élu meilleur joueur de Pro D2 lors de la nuit du rugby, qui termine rôti. Ça peut arriver de terminer rôti en soirée. Sauf que là, tu es à la nuit du rugby, tu es quand même en représentation relativement officielle. Tout le monde est en costume cravate, il y a des caméras de partout, tu as des personnes influentes du monde du rugby. Mais le souci, c'est que lui, il aurait eu un comportement inapproprié avec une hôtesse. A priori, il aurait voulu commander de l'alcool, mais il n'y avait que des sodas et des jus de fruits. Fâché, il décide alors de balancer son verre sur l'hôtesse et de lui cracher dessus. Et le souci, c'est que dans le même club, pendant ce temps-là, tu as 2 autres joueurs qui sont accusés de violence conjugale. Et encore une fois, c'est l'image du rugby qui en prend un coup. Les troisièmes mi-temps et les déviances auxquelles notre sport a malheureusement été habitué et confronté depuis quelques années, et j'ai envie de dire même depuis quelques décennies, commence à se faire rattraper par le reste de la société. Là où avant on acceptait ces déviances, qui ne sont pas du tout normales dans le reste de la société, là maintenant on commence à se dire non en fait tu ne peux pas faire ça. Et ce qui est très bien, c'est que les présidents de clubs prennent leurs responsabilités vis-à-vis de ça. Les 2 joueurs qui sont sous le coup pour le moment d'une accusation pour violence conjugale, ils ont été mis à l'écart par le président de Béziers. Côté sportif, je voulais débriefer le match Nouvelle-Zélande-Japon, plutôt Japon-Nouvelle-Zélande. Je me disais sur le papier, c'est un bête de match. Le Japon de Eddie Jones, mon grand pote. Au vu du score, le débrief, il n'a pas lieu d'être. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le match, le Japon, il faut tout de même admettre qu'ils ont eu quand même des séquences extrêmement intéressantes et notamment en mettant beaucoup de vitesse. C'est d'ailleurs un des principes de Eddie Jones qui veut faire du Japon la nation la plus rapide du circuit mondial. On le savait, on les a déjà vus, les Japonais, ils sont capables de mettre énormément de vitesse. Mais alors là, je trouve qu'ils commencent à franchir un cap. Le score, il reflète clairement le match. C'est-à-dire que les Néo-Zélandais, ils ont réussi à marquer sur des lancements de jeu directs, ce qui est quand même de plus en plus rare dans le rugby. Mais c'est ce que je vous dis, attention aux Japonais, il y a eu des séquences très intéressantes. Côté Néo-Zélandais, il y a un joueur qui, moi, m'a impressionné. C'est Patrick Tuipulotu.
On sait que la Nouvelle-Zélande cherche quand même les successeurs de Brodie Retallick et de Sam Whitelock en deuxième ligne. Alors oui, il y a Barrett qui est là, il y a Scott Barrett, mais ça ne suffit pas. Quand tu vois l'exigence du rugby mondial au poste de deuxième ligne, j'en parle souvent, c'est un poste extrêmement exigeant, Patrick Tuipulotu, lui, c'est pas un ange et il n'est pas marrant du tout. Côté français, pour préparer la tournée, on perd malheureusement Winnie Atonio, Sipili Falatea, Pierre Beauchaton et Léo Berdeux. Il y a donc Astoy et Wookie, c'est les grands gagnants qui, eux, réintègrent le groupe France auquel ils sont habitués. Et puis, on va souhaiter la bienvenue à Régis Montagne, le pilier de l'ASM. Côté top 14, t'as pas l'impression que ça se transforme quand même un peu en super rugby? Pour mon plus grand plaisir. Une moyenne de 51,2 points par match et des matchs de folie tous les week-ends. Et quand tu commences à avoir des managers qui annoncent « C'est le premier briefing de ma carrière où je parle de jouer l'attaque à l'extérieur », ça annonce la couleur. Et pourtant, Grégory Pata, le manager de Bayonne, il a eu une semaine agitée. On annonce dans la presse l'arrivée de Laurent Travers, au-dessus de lui, au sein de l'aviron bayonnais. L'intéressé dément, mais bon, tu connais la chanson. Quand tu commences à avoir des bruits de couloir qui passent dans la presse, en gros, on est tout simplement en train de te dire ça va arriver, ça va se passer. Mais le seul souci, c'est que Grégory Pata, personne ne l'avait prévenu avant. Et ça, c'est pas cool. Ils étaient en déplacement à Lyon et dans un match qui est impossible à résumer, ils se sont imposés 49-38 à l'extérieur. Et franchement, quand tu vois leur perf, je disais la semaine dernière que moi, j'y croyais à l'aviron bayonnais en phase finale. Il y en a plein qui me disaient, ouais, c'est le début, nanani, nanana. Mais moi, je vous dis, ils vont y être. Pareil mes cheveux. Côté Toulouse, les Toulousains, ils ont puni Toulon. Mais ils les ont punis. Alors oui, Toulon, ils avaient laissé quelques-uns de ses cadres au repos. Mais honnêtement, là, c'est sévère. La première mi-temps, elle est relativement équilibrée au niveau du tableau d'affichage. Il y a 15-5 à la mi-temps pour Toulouse. Tu sais qu'ils auraient pu mettre peut-être un petit peu plus de points, mais Toulon répond présent et ils ne sont pas décrochés au niveau du score. Et tu te dis, ok, c'est cool, on va avoir une seconde mi-temps qui va être intéressante. Parce que les Toulonnais, ils sont présents dans l'agressivité au niveau des contacts, ils sont rugueux. Et là, pas de chance. Je m'attendais vraiment à avoir une seconde mi-temps équilibrée. Et là, c'est le vide total. 42-0 pour Toulouse en seconde mi-temps. Mais t'avais des avions de chasse qui passaient. C'est presque trop facile pour eux. En fait, ils dominent outrageusement tous leurs matchs. Côté UBB, à Chabandelmas, dans des conditions qui sont vraiment pas terribles, l'UBB a dominé la section paloise dans un match qui restera pas dans les annales, 19-6, mais le taf il est fait. Et l'UBB tient toujours la tête du classement. Et j'ai beaucoup apprécié la déclaration de Romain Buros qui dit « Ok, je me sens légitime pour être dans ce groupe France. » Et ouais, il a raison. Côté de La Rochelle, ils ont pris une sacrée douche à Montpellier. Mais une vraie douche, hein. D'un côté, quand tu regardes le terrain, tu avais un peu l'impression d'être de retour en amateur le week-end quand tu débarques sous la pluie dans un terrain de boue. Tu sais, les bons terrains où quand tu marches, tu t'enfonces de 5 cm avec le splash et la boue qui s'écarte. Ils prennent un 16-0 et ça fait du bien à Montpellier. Ensuite, concernant le match Racing-USAP, c'est un match en fait en deux temps. Dans un premier temps, l'USAP, tu avais l'impression qu'ils avaient encore oublié de sortir du vestiaire. Et puis la seconde mi-temps s'inverse totalement. Ils ont bien fait douter le Racing, mais ils finissent par perdre. Et malheureusement, ils prennent rien. Qui a dit que Castres n'envoyait pas de jeu et que c'était simplement une grosse défense et un bon jeu au pied? Parce que ouais, c'est un peu l'image qu'on a de Castres quand même, avec Rory Cocotte. Franchement, ce match, il m'a fait rêver. Dans un stade de la Radbine à 12 000 places, guichet fermé, chauffé à blanc, les Bretons se sont fait refroidir en 15 secondes. L'essai le plus rapide de la saison. Si Vannes perdait le match, c'était pas terminé, mais ça commence à sentir le sapin. Parce que pour le moment, ils n'ont pas réussi à capitaliser sur trop de points à l'extérieur. Mais par contre, il faut que tu gagnes tes matchs à domicile. Après une demi-heure de jeu, Vannes se retrouve mené de 10 points. Ils recollent au score, ils prennent l'avantage, et puis là, ils vont mener 34-21. Puis 34-28. Et là, sur la dernière action, t'as Castres qui pilonne la ligne d'en-but de Vannes. Et s'il marque, malheureusement, tu peux perdre le match 35-34. Encore une fois, à 1 ou 2 points, tu prends un bonus. Castres qui est en train de pilonner et l'arbitre qui siffle. Fin du match, tout le monde exulte. Mais vraiment, le public, le staff, les joueurs, etc. Et là, appel à la vidéo. J'imagine le cardio-fréquence-mètre de Jean-Noël Spitzer à ce moment-là. Ça a dû pulser un peu. Mais finalement, rien et Vannes l'emporte. Et là, ça a mis la pression au Stade Français qui jouait le soir parce qu'ils étaient derniers de top 14. Ils ont éteint l'ASM comme on l'a vu tout à l'heure et du coup, ils ne sont plus derniers. J'espère que cette petite vidéo débrief, elle t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as des choses en commentaire. Je vais essayer de débriefer le match Angleterre-Nouvelle-Zélande qui a lieu le week-end prochain. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires et puis on se revoit bientôt. Topette l'ami!